C'est l'été dans l'hémisphère nord et on va s'intéresser ce soir au surtourisme, à l'impact sur l'environnement du tourisme de masse. Il y a notamment la question de la pollution, de la pression aussi sur les infrastructures et les habitants, la menace sur le patrimoine historique. Nous allons tenter de voir quelles sont les solutions durables et les alternatives à ce tourisme de masse. Avec nous pour en parler, Linda Lenné, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes rédactrice en chef à l'éco-touristique et vous êtes l'autrice du livre Voyage au bout du surtourisme. C'est aux éditions de l'Aube. Alors pour commencer, ça paraît simple, mais tout de même, qu'entend-on par tourisme, surtourisme ? Alors le surtourisme, généralement, on le décrit comme une forme de surfréquentation touristique à des moments ponctuels de l'année ou sur certains territoires. Si on veut un peu développer cette définition, moi je dirais que le surtourisme intervient quand l'impact négatif l'emporte sur l'impact positif. Donc l'impact négatif, vous l'avez évoqué, c'est finalement l'impact sur le territoire, sur l'environnement, mais également sur les populations locales, puisque parfois il y a des tensions sur le logement, par exemple. Et l'impact positif, ce sont les recettes économiques, les emplois créés, et puis également la découverte de l'altérité, finalement. Vous parlez des logements, venons-en. Airbnb, ça a accentué le tourisme de masse ? Alors, Airbnb, parfois, dans certaines villes, a pu accélérer la tension sur le logement. C'est la raison pour laquelle certaines villes prennent des mesures extrêmement fortes. On l'a vu récemment, la ville de New York a pratiquement fait une croix sur les meublés touristiques. Et puis plus récemment, la ville de Barcelone a décidé, en tout cas a annoncé qu'à l'horizon 2029, elle mettrait fin à la location saisonnière, de manière à rétrocéder une partie des logements sur le marché de la location longue durée. Maintenant, en France, nous avons également des villes, des territoires, des îles qui prônent plutôt une régulation qu'une interdiction. C'est le cas notamment de l'île de Ré qui a dit que finalement il y aurait des quotas non pas à l'échelle d'une ville, mais à l'échelle du territoire, soit 10 communes. Donc finalement, on arrive à... En tout cas, on essaye de tendre vers un point d'équilibre pour qu'effectivement la population puisse se loger à des prix décents, tout en permettant au tourisme de se développer, puisque l'île de Ré vit notamment du tourisme. Alors, j'ai cité la plus célèbre d'entre elles, mais ce n'est pas la seule plateforme. La question de l'impôt, pour ceux qui louent leur logement, leur maison, ça peut être une solution ? C'est-à-dire ? Le logement imposé, en fait, celles et ceux qui font louer leur maison à des touristes. Alors justement, quand ce n'est pas leur... Oui, justement, en France, on va vers une harmonisation puisqu'il a été décidé de progressivement renoncer à ce qu'on appelait la niche fiscale qui s'appliquait aux locations saisonnières. Alors, quels sont les facteurs qui, ces dernières années, ont accru ce tourisme de masse ? C'est vrai que le voyage s'est démocratisé. Il y a encore des disparités. Si on prend l'Europe, c'est vrai que les pays du Sud, je crois que c'est 60% des habitants, par exemple, de la France qui voyagent, notamment à l'étranger. Dans les pays du nord de l'Europe, on est à 80% plus. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est accéléré ? Le tourisme s'est développé notamment en France ainsi qu'à l'échelle européenne, tout simplement parce que la population a petit à petit accédé à un meilleur niveau de vie, même si, vous le disiez à l'instant, il ne faut pas oublier que depuis 20 ans, 40% des Français ne partent toujours pas en vacances, et c'est pour moitié d'entre eux en raison de contraintes financières. Ensuite, c'est vrai que l'offre s'est développée, à la fois les logements, les hébergements touristiques, mais également l'offre de transport, à commencer par celle des compagnies low cost. Et puis la digitalisation a permis d'accéder plus facilement aux destinations, donc pour s'informer et pour réserver. Donc tous ces facteurs ont encouragé une croissance structurelle du secteur qui est de l'ordre de 3 à 4% chaque année en dehors des crises telles que celle de la pandémie, qui a bien sûr donné un coup d'arrêt total avec la fermeture des frontières juste après la période des confinements. Ça a repris de plus belle ? Alors, le secteur a repris effectivement très fort. Juste après la pandémie, il y a eu ce qu'on appelle le travel revenge, une revanche par le voyage. Pendant la pandémie, les Français avaient mis de l'argent de côté et ils avaient assez mal vécu le fait d'être enfermés. Donc il y a eu une envie de repartir à la conquête, à la découverte de la France et de l'étranger. Et donc cette année, on devrait dépasser en fait les niveaux de 2019 qui jusqu'à maintenant étaient l'année de référence. Alors 18 août 2023, c'était il y a moins d'un an, donc l'été dernier, le Mont-Saint-Michel en France
France a atteint son record de fréquentation, 36 000 personnes en une seule journée sur une île de 4 km². Est-ce que c'était une situation de crise ? En tout cas, le Mont-Saint-Michel a pris la mesure de la tension que cela pouvait créer, puisque la destination a pris le parti de poster justement une photo où on voyait un véritable embouteillage humain. Personne n'en profite d'ailleurs. Hein. Personne n'en profite finalement, puisqu'on est un peu comme dans le métro, les uns collés aux autres. Donc cela conduit à une visite dégradée qui peut ensuite justement dissuader des visiteurs de revenir et puis dissuader des visiteurs d'envisager des visites à des moments de l'année où justement on s'attend à de fortes fréquentations. J'en parle parce que cette année, par exemple, nous aurons un week-end, je pense, particulièrement plébiscité, c'est celui du 15 août, parce que le 15 août est un jeudi. Cela signifie qu'il y a potentiellement un week-end de 4 jours. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des pics de fréquentation assez prononcés. Alors on parle là de la France, il y a notamment la rue Crémieux à Paris, les falaises d'Étretat, il y a aussi des plages bretonnes par exemple, le GR20 en Corse aussi qui après la pandémie a connu un véritable boom, les îles du parc national de Porquerolles, on pense notamment à Porquerolles ou les Calanques de Marseille, celle de Sugiton a décidé d'instaurer des quotas. Est-ce qu'il faut passer par des quotas ? Là, le quota n'est pas une solution miracle. Pour lutter contre la surfréquentation touristique, il y a finalement tout un arsenal de mesures qui peuvent être complémentaires et qui doivent être adaptées à chaque territoire. Mais c'est vrai que pour la Calanque de Sugiton, visiblement, la solution qui a été bien accueillie était la bonne, puisque c'est un territoire extrêmement exigu et le piétinement des visiteurs finalement était dommageable. Il fallait bien sûr réguler et là la réservation est obligatoire mais par contre elle est gratuite. Donc ça veut dire qu'on laisse quand même l'accès à la nature mais on demande simplement aux visiteurs de s'organiser en amont pour qu'ils aient sur place une visite apaisée sans pour autant dégrader l'environnement. Et faire payer, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise solution ? Récemment, on a entendu parler d'un pass de 5 €. C'est pour l'île de Ré que vous avez cité ou pas ? Alors en fait, la taxe de 5 €, c'était pour pour Venise. Venise a décidé de mettre en place une taxe de 5 € pendant 29 jours dans l'année, sur des périodes de forte affluence. Alors pour ma part, je me suis déjà exprimée à ce sujet, ce n'est pas forcément une mesure très efficace. Il s'agit plutôt d'une mesurette, puisqu'on a du mal à imaginer qu'une taxe de cette nature puisse dissuader des visiteurs de venir. Et d'ailleurs, on sait que la destination en elle-même souhaite, coûte que coûte, développer le tourisme, puisque l'an dernier, l'aéroport de Venise a présenté un grand plan d'investissement de 2 milliards d'euros pour augmenter sa capacité d'accueil et passer justement à une capacité maximale de 21 millions de passagers par an, alors qu'en 2000, par exemple, l'aéroport n'accueillait que 4 millions de passagers. Donc finalement, Venise présente cette mesure comme une lutte de manière à lutter contre le surtourisme, mais on sait précisément que l'une des motivations, c'était également de ne pas fâcher l'UNESCO, qui menaçait de mettre la ville sur la liste du patrimoine en péril. Ouais. Il y a un chapitre qui s'appelle Instagram Fake on You, j'ai bien dit fake. Quel rôle ont joué les réseaux sociaux ? On parle notamment des photos instagrammables, on vient, on prend la photo et on s'en va. Est-ce que ça a justement accru la pression sur certains sites ? Instagram a pu avoir cet effet, cet impact. Parfois, on parle de destinations instagrammables et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à suivre les recommandations qui peuvent être faites par nos proches et puis également par des créateurs de contenu. Mais Instagram est le problème, mais peut-être aussi la solution. Je pense qu'il faut faire confiance. De plus en plus de voyageurs se montrent respectueux à la fois de l'environnement et des populations. Et de plus en plus de créateurs de contenu délivrent des messages pour justement inciter à un voyage faire découvrir en des harmonie lieux avec, en harmonie avec son environnement. Donc Instagram, c'est un adolescent qui pour l'instant a des comportements parfois un peu immatures, mais il faut faire confiance et j'espère que demain, il y aura de plus en plus de messages pour justement amener chacun à voyager en pleine conscience de son impact
positifs et négatifs, et donc à adopter des comportements beaucoup plus respectueux. Les nouvelles technologies peuvent aider d'ailleurs, on parlait des plateformes notamment, pour réguler, certains s'en étonnent, hein. Vous l'abordez je crois dans un chapitre en exergue, je crois que c'est Jean Viard qui en parle, sur le fait que ce soit étonnant que les grandes plateformes, qu'on n'utilise pas plus en fait l'outil, par exemple l'intelligence artificielle ou les algorithmes pour mieux réguler les populations touristiques. Bien sûr, le digital nous a permis de rendre les destinations plus accessibles. Maintenant, il faut qu'il nous aide à les rendre parfois moins accessibles. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle et avec la data, en fait, le champ des possibles est immense. On citait à l'instant le système des quotas. Donc, il y a bien sûr la réservation en ligne qui est rendue possible, et puis des messages d'information pour accompagner le voyageur. Il y a un exemple en France qui est assez emblématique, c'est celui de Notre-Dame de Paris, qui, comme vous le savez, rouvre au public le 8 décembre. Et à cette occasion, eh bien, Notre-Dame de Paris va inaugurer une application et avec une réservation qui sera fortement conseillée. La cathédrale s'attend bien sûr à une fréquentation accrue puisqu'elle sera restée fermée pendant 5 années. L'incendie a mis un coup de projecteur sur cette merveille gothique à l'échelle planétaire, et donc il y aura une forte affluence à partir de l'ouverture jusqu'à la Pentecôte. C'est ce que prévoit le diocèse. Ouais. Et donc, Notre-Dame devrait accueillir environ 15 millions de visiteurs par an, alors que précédemment, jusqu'en 2019, c'était plutôt 11 millions, voire 12 millions. Donc là aussi, on rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que la croissance, elle est assez structurelle. Et pour éviter les goulets d'étranglement, pour éviter les trop-pleins, il faut anticiper, il faut s'organiser, il faut se servir du digital. Sur la Tour Eiffel, le musée du Louvre, est-ce qu'ils sont, eux, touchés par ce surtourisme? La réponse est sans doute oui, mais est-ce qu'ils font face? En tout cas, eux aussi ont mis en place des systèmes de réservation avec des créneaux horaires. Et le Louvre a également adopté une jauge, notamment pour des raisons de sécurité, mais également, là aussi, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de monde au même moment. Il y a aussi comme la question du transport aérien qu'on n'a pas évoqué. Il y a bien entendu le surtourisme qui provoque plus de pollution. Là encore, comment concilier ce que vous appeliez l'effet positif? D'abord, la liberté de voyager, notamment pour la jeunesse aussi, de découvrir le monde, et aussi cet impératif. Alors, c'est une question qui est très compliquée. Si on prend l'été, environ 70% des Français prennent leur voiture pour voyager, notamment en France. Et donc, la voiture n'est pas toujours électrique. Néanmoins, c'est un moyen de transport qui offre beaucoup de liberté. Ensuite, il y a souvent l'avion qui est pointé du doigt. Donc, il faudra effectivement qu'on continue à faire des efforts individuels et collectifs pour parvenir à une décarbonation progressive des moyens de transport. Mais c'est un défi à une très, très grande échelle. L'une des alternatives, bien sûr, ce sont les mobilités douces. Donc, on parle beaucoup de trains, de vélos, de marche à pied. Le train de nuit se développe petit à petit en Europe. Néanmoins, le train qui permet de commencer le voyage dès qu'on monte à bord n'est pas toujours très accessible au niveau tarifaire, en tout cas pour une famille. L'année dernière, Greenpeace faisait état des différences de prix au départ de la France vers l'Europe. Et entre le train et l'avion, il y a un différentiel de 2,6. Donc ça coûte 2,6 fois plus cher de prendre le train que l'avion. Donc pour une famille, c'est vrai que c'est considérable. Le voyage commence plus tôt, mais plus cher. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui vous viendra à l'esprit, qui fait figure de modèle en la matière? Qui fait figure de modèle en la matière? Qui a trouvé le bon équilibre? Pour l'instant, je pense que beaucoup de pays font des efforts, essaient de trouver des solutions. Parmi ces pays qui ont pris récemment des mesures assez fortes, il y a bien sûr l'Espagne, le Japon, la France commence à en prendre. On sait que les États-Unis sont plus discrets, mais ils prennent également des mesures. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Nous sommes sur la bonne voie, mais compte tenu de la croissance du secteur, il faudra vraiment prendre ce sujet-là comme un fil rouge de toutes les stratégies politiques. Un fil rouge de toutes les stratégies politiques, ce sera le mot de la fin. Merci Linda Lenné, Voyage au pays du surtourisme, précédé par la préface donc de Jean Viard pour une politique du voyage. C'est aux éditions de l'Aube. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.